Bonjour, bonjour à tous. Nous commençons ce TD sur le potentiel vecteur. Potentiel vecteur A, vous savez qu'il est relié au champ magnétique B par la relation B égale rotationnelle de A. Voilà, nous avons vu en cours l'expression de A et nous avons appliqué ça au cas du dipôle magnétique qui est en fait une boucle de courant où on regarde les effets du champ magnétique en un point M très éloigné de la boucle. On a établi une relation, les expressions des coordonnées du champ magnétique en passant par celle de A dans le cas absolument général, quelle que soit la forme de la boucle de courant. Et dans ce TD, on va regarder ce qui se passe dans le cas simple d'une spire rectangulaire. On va faire le calcul, on va dire à la main, à l'ancienne. Et on va voir ce que ça donne. Donc voici le schéma. Vous avez une boucle rectangulaire de côté A et B. Je vous laisse regarder le schéma pendant que je prends un autre crayon. Voilà. Ça doit être plus clair. A et B. Petit a et petit b. Les côtés de la spire, on va les appeler grand A. Ici grand C, grand B et grand D. Le point courant sur la spire, on l'appelle P, avec un élément infinitésimal dl. Ok, on a le point M qui est très éloigné, qui est à la distance R de O, le centre de la spire, O. Et la distance de M à P, on l'appelle D indice P. Très bien, on verra le reste au fur et à mesure. Donc on nous demande de calculer les coordonnées cartésiennes de A, X, Y, A, Z. Voilà A qui est donné, on nous le rappelle par cette expression qui est là. Ensuite, on va poser que le moment dipolaire M est égal à I fois S. I c'est l'intensité, S c'est le vecteur surface qui est égal à l'intégrale de ds. Ensuite, les questions 2 et 3, ça va être très rapide, très simple. Hein. On verra, on exprimera le vecteur A sous cette forme, M vectoriel R sur R3, ou bien sous cette forme, en utilisant les coordonnées sphériques. Donc, ce sera R sin θ sur R au cube, porté par le vecteur EφI. Ça, c'est très bien comme expression parce qu'elle nous permet de voir qu'en système sphérique, le potentiel vecteur n'a qu'une seule composante, la composante A indice phi. Ce qui va être très pratique pour la quatrième question. Il s'agira de déterminer le potentiel B en utilisant la relation rotationnelle de A égale B. Bon, le rotationnel a pour coordonnées cartésiennes des choses qu'on sait faire de tête. Hein, avec le déterminant, bon, on a vu ça plusieurs fois, je pense l'année dernière, mais encore dans les sphériques, franchement, c'est moins évident, il faut se lever de bonne heure. Bon, c'est pas difficile, mais comme ce n'est pas le but de cet exercice, on nous rappelle les coordonnées du rotationnel encore dans les sphériques. Voilà, elles seront données là, on va pouvoir les utiliser lorsqu'on en aura besoin. Alors on commence, voilà, nous avons ici le schéma, il est là, et on va chercher les composantes de ce vecteur A, donné par cette expression. Alors premièrement, vous voyez ici dl, eh bien on va donner l'expression de dl. Bon, certains vont dire, bah, le coordonnées de dl en coordonnées cartésiennes, c'est très simple, c'est dx de x plus dy de y plus dz de z. C'est vrai. Mais nous allons voir dans ce cas précis comment s'exprime dl sur chaque côté de la spire et en tenant compte du sens du courant. Tu vois, par exemple, sur le côté grand A, qui est celui-ci, dl va être simplement égal à dx de x. Il n'y a rien sur y et rien sur z. Et sur le côté B, qui est là, eh bien, comme le courant va circuler dans ce sens, eh bien, on va écrire dl égale moins dx de x. C'est-à-dire qu'on va déjà tenir compte du sens du courant.
Il faudra s'en rappeler tout à l'heure lorsqu'on aura intégré. On va intégrer à ce moment-là uniquement au sens mathématique, c'est-à-dire selon la direction et le sens de l'axe OX. Hein? Je vous parlerai tout à l'heure d'une deuxième possibilité. Voilà, on fait la même chose pour les côtés C et D. On aura DL qui va être égal à DY moins DY. Ensuite, on va prendre l'intégrale sur le circuit fermé. On va la décomposer en 4 parties. La partie sur le côté A, puis sur le côté B, puis sur le côté C, puis sur le côté D. Voilà. C'est exactement comme lorsque vous avez une intégrale simple de f de x dx sur l'intervalle, par exemple, je sais pas moi, 2, 10, eh bien on peut dire que c'est égal à l'intégrale de 2 à 3, plus l'intégrale de 3 à 6, puis etc. Tu vois, c'est la relation de Chasles pour les intégrales. Eh bien, avec ça, on va avoir, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, il y a un petit gribouillis, on enlève ça, il n'y a rien ici. Il n'y a rien là non plus. Bon, je disais que la composante sur Z, oui, à Z, elle va être nulle. Effectivement, puisque DL n'a aucune composante sur Z. Donc à Z égale 0, c'est très simple. Ensuite, pour AX, eh bien, on va chercher les composantes de DL sur EX. Et là, on a vu que ça n'existe que sur le côté A et le côté B. Ce qui nous permettra donc d'écrire que AX est égal à mesure I sur 4pi, la constante. Eh bien, on aura d'abord l'intégrale sur le côté A, puis ensuite l'intégrale sur le côté B. Et le tout, c'est divisé par la distance entre M et P, c'est ce qu'on a appelé dP. Vous voyez le signe moins qui apparaît ici, puisqu'on a déjà tenu compte du fait que sur le côté B, le courant circule dans le sens opposé à EX. Okay. Et maintenant, on va faire une approximation, justement, comme M est très éloigné de la spire, et bien, tout ce dP là, on va considérer que c'est une constante. Ça sera une constante différente de celle-là sur le côté B. Regardez, on va mieux sur le dessin. Lorsque vous êtes sur le côté A, normalement, que vous soyez là, ou là, ou là, eh bien, dP va changer, n'est-ce pas? Mais si le point M est très éloigné, toutes ces distances dP, eh bien, on va considérer qu'elle est égale à la distance relative au centre A, et qu'on appelait R1 sur ce schéma. Donc, toutes ces distances vont être égales à R1. Et la même chose pour le côté B. Toutes les distances dP vont être égales à R2. Hein, la distance de M jusqu'à B. Vous voyez, vous allez me dire, si M est très très éloigné, on peut considérer que R1 égale R2. Oui, mais à ce moment-là, il ne va plus rien rester. Justement, le potentiel vecteur sera nul à ce moment-là. Non, on va quand même considérer que R1 est différent de R2. Bon, revenons à notre expression, ici, puisque dP ici va être égal à R1, que R1 est constant, on le sort de l'intégrale, et ça nous donne ceci, ce qui a entre crochets 1 sur R1, l'intégrale de dx, moins 1 sur R2, l'intégrale de dx. Ces deux intégrales, eh bien, elles vont être égales avec la convention qu'on a prise. Toutes les deux vont être égales à petit a. C'est là où je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si quelqu'un avait pris dl égale dx de x, donc que ce soit sur le côté A ou sur le côté B, il aura parfaitement le droit, mais à ce moment-là, lorsqu'il intègre, il faut qu'il fasse attention que là, on va intégrer de moins a sur 2 à plus a sur 2, alors que sur le côté B, on va intégrer de plus a sur 2 à moins a sur 2. Dans le premier cas, l'intégrale va nous donner petit a. Dans le deuxième cas, l'intégrale nous aurait donné moins petit a. Et donc, finalement, on trouve évidemment le même résultat.
Bon, bah ici, avec la convention qu'on a prise, les deux intégrales sont égales à petit a. Et nous avons ici la composante AX du potentiel vecteur qui s'exprime comme ceci. R2 moins R1 sur R1, R2. Alors, probablement ceci doit vous rappeler les résultats qu'on avait obtenus l'année dernière avec le dipôle électrostatique. Ça, c'était le résultat exact. Et ensuite, on avait fait une approximation, on avait fait les calculs. Ici, je vous fais remarquer que pour arriver à ce résultat-là, R2 moins R1 sur R1, R2, on a déjà fait une approximation. Puis on va en faire une deuxième qui va nous permettre d'exprimer ce R2 moins R1. Bon, ça c'est un truc classique. Voici le dessin. Ah oui, sur le dessin, les angles θ, en vérité, c'est pas θ, on les appelle alpha. Ici, on va les appeler alpha. Ici, tout ça c'est alpha. Pourquoi? Eh bien, parce que θ sera la coordonnée du point M. Et il y aura vraiment des confusions qu'il faudra éviter. Donc voilà, bah, ça tombe bien que sur les dessins c'est resté, ça me permet justement de préciser que faites attention, ces angles-là, on les appelle alpha. Et donc, puisque le point M est très éloigné, alpha A va être égal à alpha, tout simplement. Alpha A, c'est, tu vois, l'angle entre AM, M il est là-haut, hein, entre AM et cette direction, et alpha, c'est entre OM et cette même direction. Ce sont les angles alpha. On suppose que c'est la même. Bien, on va pouvoir dire que le produit R1, R2, c'est tout simplement le produit R au carré. R, c'est la distance OM, d'accord? Mais la distance R2 moins R1, on ne va pas dire c'est égal à 0. On va voir que c'est égal à qui. On va voir plus précisément à quoi elle est égale. Et pour ça, on fait un truc classique. Vous voyez, on trace le cercle ici, passant par B et du centre M, ce qui fait que la différence R1 moins R2, je dis bien R1 moins R2 et non pas R2 moins R1, parce que c'est R1 moins R2 qui est positif sur ce dessin. Eh bien, cette différence, c'est ce qui est sur le dessin appelé AE, et le triangle AEB est en rectangle en E, voilà, on l'a dessiné ici. Vous voyez que cosinus alpha A, qui est égal à le côté adjacent, c'est l'hypoténuse, c'est égal à R1 moins R2 sur petit b. Ce qui fait que R1 moins R2, c'est B cosinus alpha, enfin cosinus alpha A, qui est pratiquement égal à B fois cosinus alpha, puisque alpha A, c'est la même chose que alpha. Bon, ensuite, et c'est là où on va faire la distinction avec θ, ensuite, si vous regardez simplement sur ce dessin, je vous fais remarquer que sur le polycope que vous avez, on les a pas appelés alpha ces angles, on les a appelés θ. Mais ensuite, l'angle de la coordonnée sphérique de M, on l'appelle aussi θ. Donc comme il y a une risque de confusion, voilà, j'ai tenu à faire la distinction, ce qui va d'ailleurs nous permettre d'aller plus simple, d'aller plus rapidement. Vous allez voir que dans le polycope, ici, il y a un petit calcul. Là, c'est très simple. Si on voit sur ce schéma, ici, vous voyez que alpha, en fait, il est là. Tu vois? Alors que θ, il est ici. C'est l'angle entre OM et OZ. Et donc, alpha plus θ égale pi sur 2. Bon, vous voyez ici qu'en vérité, sinus θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire ρ, la coordonnée ρ sur l'hypoténuse qui est R, qui est petit r. Et sinus θ, en vérité, c'est en fait cosinus alpha. Comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez prendre tout votre temps tranquillement, vous appuyez sur pause et vous regardez ça. Cosinus alpha
c'est lui qui est égal à y sur r, ce qui me permet de revenir à la composante de tout à l'heure. Elle était où? Celle-là. Et je remplace R2 moins R1, et je trouve finalement que AX, c'est mu sur I sur 4pi AB fois I fois Y sur R au cube. Et si on fait la même chose, vous pourrez le faire, vous trouvez que la composante Y, eh bien, c'est la même constante au début, mais vous remplacez simplement le Y par X. Voilà. Bon, par ailleurs, le produit AB, vous reconnaissez, c'est la surface de la sphère rectangulaire. Et on pose que I fois S, c'est ici, c'est le moment magnétique. Voilà. Et que donc dans ce cas-là, les composantes AX, ça va être égal à moins mu 0,4 pi m sur Y sur R cube. AY, ça va être ceci, mx sur R cube. Et je vous rappelle que AZ égale 0. En fait, je n'ai pas parlé du signe moins ici. Pourquoi on avait un signe moins qui s'était introduit? Je vous rappelle que AX, c'était R2 moins R1. Et que là, c'est R1 moins R2 qui était positif. Ça donnait le signe moins. Bon, maintenant, si le point M, au lieu d'être à droite un petit peu ici de l'axe Z, il est à gauche, à ce moment-là, c'est R2 moins R1 qui serait positif. Mais ça, on pourra en tenir compte parce que le θ, l'angle θ à ce moment-là, l'angle alpha ici, l'angle alpha, oui, il va être supérieur à pi sur 2 et donc son cosinus sera négatif. D'accord? Voilà, vous voyez, ce cosinus-là est négatif et donc y sur r à ce moment-là sera négatif. Et donc, en tout cas, voici les composantes qu'on nous a demandé de calculer. Voilà. Ensuite, alors, cette deuxième question, ça va être très très simple, puisque la sphère rectangulaire, elle est dans le plan XY. Son moment qui est porté par S, il est porté par EZ. Et on peut voir qu'on peut retrouver ces trois composantes en écrivant le potentiel vecteur sous la forme d'un produit vectoriel M vectoriel R sur R cube. Si vous calculez avec les déterminants, vous savez, les composantes du produit vectoriel, vous retrouverez ce qui était ici, les trois composantes AX, AY, AZ. Voilà, il suffit de le faire. Ensuite, si on veut faire intervenir les composantes sphériques, regardez, vous dites que M est porté par Z. Et donc S vectoriel R, il va être en coordonnées sphériques. Bon, EZ vectoriel ER. EZ n'est pas en coordonnées sphériques. Oui, mais bon, on fait le produit vectoriel EZ vectoriel ER, et vous trouvez que c'est égal à EφI. On peut le voir facilement ici. EZ est porté, il est là. ER, c'est OM, il est porté par cette direction. Le produit vectoriel va être orthogonal à ces deux-là. Et c'est le vecteur EφI. Voilà, il est donné donc par cette expression. Ce qui nous permet de voir, et ça c'est très sympathique, que le potentiel vecteur dans la base sphérique a une seule composante. Ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on va vouloir utiliser la relation B égale rotationnelle de A. Attends, d'abord ici avec quelque chose qui était écrit. Oui, ça c'était juste pour vous dire que les lignes de champ du vecteur A ils ont un caractère tourbillonnaire, c'est-à-dire ils sont en train de tourner autour de l'axe Z. Je reviens à mon dessin pour vous le montrer. Vous voyez, le vecteur A, il est porté par EφI, on a vu, il est donc tangent au cercle. En ce point-là, il sera porté par cette direction. D'accord, la tangente. Voilà, comme ça, cette direction. Il a un caractère tourbillonnaire. Et ρ, c'est la distance de M jusqu'à l'axe.
On peut dire que c'est racine de x2 plus y2 par exemple, oui, ou bien c'est r sinus θ. Voilà, c'est ce qui est donné par ceci. J'en viens à la quatrième question au champ magnétique. Donc je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est que le A est porté uniquement par phi. Voici les coordonnées du rotationnel en coordonnées, les composantes du rotationnel en coordonnées sphériques. Vous voyez que Aθ est égal à 0, donc ce terme-là s'en va. Celui-là, il s'en va, c'est 0. Celui-là, bah, carrément, c'est 0. Tout ça, c'est nul. Donc, Bφ va être égal à 0. Il va nous rester la dérivée par rapport à θ de sinus θ à phi avec le terme là, 1 sur r sinus θ. Mais le crochet, c'est simplement ça. Et pour θ, c'est la dérivée par rapport à r de r à phi. Alors, prenons par exemple celui-là. Je dois dériver sinus θ à phi. Sinus θ, je vous rappelle, ben voilà, c'est ça, cette grandeur-là. Et donc, sinus fois cette quantité-là, on va avoir un sinus carré θ. Et je dérive par rapport à θ, il me semble. Oui, par rapport à θ. Donc, vous pouvez le faire tranquillement. Lorsque vous dérivez, c'est une dérivée partielle par rapport à θ. R est constant, donc tout ça, ça s'en va. Vous allez trouver mu0 is sur r au carré 4pi. Et la dérivée de sinus carré, ça va vous donner un facteur de sinus θ cosinus θ. Et puis ensuite, vous divisez tout ça par 1 sur r sinus θ. Enfin, bon, vous faites le calcul, hein, c'est vraiment juste de calcul. Et ça va vous donner ceci. mu0 sur 4pi, deuxième cosinus θ sur r au cube. Bθ, ça sera ça. Et Bφ va être égal à 0. Donc, dans le plan qui est caractérisé par φ0, hein, ce plan-là, c'est le plan, si vous voulez, qui est ici. Le champ magnétique B, il est entièrement contenu dans ce plan. Ce qui est normal parce que ce plan est un plan d'antisymétrie, je vous rappelle. Ici, bon, en vérité, ça c'était le dessin dans le cas général, c'était le dessin du cours. Mais en vérité, ici, vous avez un rectangle. Et c'est pour ça que c'est un plan d'antisymétrie. Eh bien, vous avez le plan B qui est contenu, le champ B qui est contenu dans ce plan. Voilà. Ceci doit vous rappeler beaucoup les résultats du dipôle électrostatique, mais bon. Alors, le champ magnétique, donc, vous voyez, sa composante phi est nulle, il n'a que les composantes r et θ, ce qui va nous permettre, je pense, voilà, d'écrire sous forme vectorielle. La composante sur r, c'était le 2 cosinus θ. La composante sur θ, c'était sinus θ. Voilà. Maintenant, si vous voulez exprimer ce vecteur B dans coordonnées cartésiennes ou dans un autre système coordonné, il suffit d'exprimer les vecteurs ER et Eθ dans la bonne base. Pour ça, il y a vraiment un très bon dessin. Je vous demande de voir que tous ces vecteurs-là sont dans le même plan. EZ, ER, Euro, Eθ, tout ça c'est dans le même plan. C'est dans ce plan-là, c'est dans le plan φ0. Ce plan-là, vous voyez qu'il y a ER, Eθ, mais il y a aussi EZ, il y a aussi Euro. Et bien, si vous voyez tout ça, donc vous allez pouvoir exprimer B soit sous cette forme, avec ER et EZ, soit encore sous cette forme-là, ou encore cette forme-là. Tout ça, c'est des formes intéressantes. Vous pouvez, et je vous recommande de le faire, vous pouvez vérifier que toutes ces formes sont valables et que le module de champ est donné par cette relation. Bon, j'espère que c'était un petit peu... il y avait pas mal de calculs, hein, mais là, vous avez peut-être eu juste un aperçu, mais vous allez avoir ce fichier-là en PDF qui vous permettra de revenir quand vous le souhaitez sur toutes ces expressions. Et
et prenez le temps de vérifier tout ça. Très bien, ben voilà, merci pour votre attention et donc à la prochaine fois.